Pourquoi la révolution n'a pas lieu? Alors tout d'abord, définition. Qu'est-ce qu'une révolution? En astronomie, c'est une année solaire. C'est-à-dire que c'est le temps que met la Terre pour faire le tour du Soleil et revenir au même point. D'ailleurs, ce n'est pas vrai, elle ne revient pas au même point, car rien ne se déroule deux fois de la même façon dans l'univers. Et il n'y a pas de règle définitive, tout est relatif à une expérience et finalement on ne peut pas tirer de leçons des expériences puisque chaque expérience est unique et ne peut être rééditée avec exactement les mêmes conditions que l'expérience précédente. Mais soit, c'est une autre affaire. Donc la Terre met 1 an pour revenir approximativement au même endroit dans sa course autour du Soleil et on appelle ce mouvement une révolution de la Terre autour du Soleil. Donc en astronomie, une révolution, c'est revenir au même point. En astronomie, on ne peut pas dire que la révolution n'a pas lieu, même si cela paraît absurde, puisque donc elle a lieu en permanence avec les réserves émises plus tôt. Mais évidemment, ce n'est pas de cette révolution-là dont on parle quand on dit pourquoi la révolution n'a pas lieu. Alors quel est le contexte d'énonciation de cette phrase en général? Qui dit pourquoi la révolution n'a pas lieu? Et donc à qui s'adresse cette vidéo finalement? Eh bien cette phrase pourquoi la révolution n'a-t-elle pas lieu? Pourquoi bon sang cette révolution n'arrive pas? Elle est en général émise par un militant d'extrême gauche ou un militant d'extrême droite dans une autre vision. En général, ce militant enthousiaste et énergique, révolté par certains faits sociaux et par leur agencement intellectuel dans son esprit qui provoque une colère ou un énervement, un agacement, une haine d'un certain système économique, social, politique, culturel ou autre, eh bien ce militant ne comprend pas pourquoi autour de lui, les gens n'ont pas la même analyse et n'en tirent pas les mêmes conclusions et ne sont pas également en colère. Et donc il ne comprend pas, au vu de ce qu'il constate, pourquoi la révolution n'a pas lieu alors que la situation l'exige. À un niveau un peu plus supérieur ou plus organisé intellectuellement, dira-t-on, il y a la vision du marxiste orthodoxe qui considère que le capitalisme est pourrissant depuis la fin du 19e siècle et donc qu'il doit être abattu par une révolution. En effet, les contradictions entre le mode de production, c'est-à-dire les rapports de propriété et les forces productives, se sont accumulées, les contradictions sont extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a une opposition entre les moyens de production, ou plutôt ceux qui les possèdent et ceux qui les mettent en œuvre et produisent ainsi la plus-value, c'est-à-dire une contradiction entre les prolétaires, les ouvriers et de l'autre côté les bourgeois, les capitalistes, les propriétaires du grand capital. Et donc le marxiste, quand il regarde la société avec ses œillères particulières à lui, de marxiste, il ne peut qu'accumuler un nombre très grand de faits qui viennent corroborer sa vision du monde. Et ainsi, il se persuade par donc la lecture de presse ou de livres, d'essais théoriques ayant la même vision, il finit par se persuader en tant que militant eh bien que les faits sont là, que cette vision est la vraie, qu'il a décrit par cette grille de lecture la réalité du monde, de l'univers, et qu'ainsi la révolution est nécessaire au sens, si ce n'est moral, du moins au sens scientifique, et que doit devenir évidemment. Pourquoi donc cette révolution n'advient pas? Eh bien, quelle est cette révolution qu'il attend et qu'il espère et pour laquelle il se bat? C'est une révolution où la classe dominante, c'est-à-dire la classe des capitalistes propriétaires des moyens de production, d'échange et de télécommunication, pour reprendre la terminologie classique marxiste, eh bien, va être subjuguée, va être expropriée par cette révolution justement, qui va donner dans les mains du peuple, paysans, ouvriers, travailleurs dépourvus de propriété privée des moyens de production, justement, va leur donner cette propriété et en faire une propriété sociale commune des moyens de production. Et ainsi, la révolution aura accompli son but. Et donc, depuis environ 170 ans, depuis 1848 et le manifeste du Parti communiste écrit par Marx et Engels, eh bien, le communiste attend cette révolution et considère que la situation est mûre et donc il ne comprend pas, il y a une forme d'impatience ontologique chez cet individu, chez ces personnes
qui accumulent dans leur esprit et dans la presse qu'ils lisent ou dans les médias qu'ils étudient et qu'ils regardent des faits sociaux qui leur donnent raison et ainsi ne comprennent pas pourquoi la révolution n'a pas lieu. À l'autre extrême du champ politique, chez les réactionnaires, chez les militants plutôt partisans d'un retour en arrière vers un ordre traditionnel ou féodal ou du moins monarchique et en tous les cas un ordre anticapitaliste mais en ayant une lecture totalement différente, c'est-à-dire non progressiste mais au contraire réactionnaire conservatrice, il y a aussi cette question qui peut apparaître, pourquoi la révolution n'advient pas? Alors ce ne sont pas avec une grille de lecture marxiste que ces évidences émergent dans leur cerveau, mais ce sont plutôt avec des arguments de type civilisationnel, culturel, ou avec l'immigration qui devrait ouvrir les yeux à leurs congénères français de souche et leur faire comprendre qu'il faut qu'il y ait une révolution. Alors dans ces cas-là, contrairement à la théorie marxiste classique dont la définition de la révolution et de ses conséquences est assez claire et assez connue, là cela dépend des chapelles d'extrême droite et la révolution peut être moins claire dans ses buts et moyens. D'ailleurs chez les marxistes également, si les buts sont assez clairs autant chez les socialistes que chez les communistes et les anarchistes, c'est-à-dire une société où la propriété privée des moyens de production est réduite au minimum, voire abolie, et où l'État également est aboli parce que par l'exercice de la liberté de chaque travailleur, il n'y aura plus besoin d'État, c'est-à-dire d'outils de contrainte des classes inférieures par les classes supérieures, puisqu'il n'y aura plus de classe non plus. Si donc ce but est assez clair chez les marxistes, finalement, par contre, au niveau des moyens, il y a tout un panel de tactiques et de stratégies, de l'élection à la révolution violente, etc. Et donc le mot révolution est parfois entendu au sens de but et moyens, parfois seulement de but, parfois seulement de moyens. Mais cette phrase revient souvent, pourquoi la révolution n'a pas lieu? Et donc pour répondre aux marxistes, pourquoi la révolution n'a pas lieu, c'est-à-dire pourquoi la classe capitaliste n'est pas expropriée et n'est pas remplacée au pouvoir politique et économique par la classe ouvrière et la paysannerie pauvre. Et donc à cela, eh bien, les marxistes ont une réponse, c'est que la révolution ne dépend pas des petits groupes militants ou des avant-gardes éclairés du prolétariat ou de la paysannerie ou du peuple, mais elle dépend de circonstances extérieures à leur action, qui sont la conjoncture socio-économique, socio-politique d'une époque. Et donc si la révolution n'a pas lieu, c'est parce que eh bien, la situation justement socio-politique n'est pas mûre pour cette révolution. Par conséquent, comme l'infrastructure, c'est-à-dire justement le mode de production, les rapports de propriété et les forces productives ne sont pas assez entrés en contradiction pour provoquer cette révolution, par conséquent, la superstructure, c'est-à-dire l'élite, le gouvernement, le parlement, les médias, l'idéologie dominante, sont stables et donc ne sont pas renversées. Et, alors que ce sont elles les structures les plus fragiles, car elles dépendent de la base socio-économique, selon les marxistes. Donc elles ne sont pas renversées. Par conséquent, ce sont toujours les mêmes classes dominantes qui sont au pouvoir. Et par conséquent, eh bien, il n'y a pas de révolution. Dans l'écrasante majorité des cas, par manque de compétences cognitives ou par manque d'études rationnelles, il faut se trouver un ennemi qui sera responsable de l'absence de révolution. Par exemple, il faudra trouver un adversaire politique ou syndical, une force, un parti, un mouvement ou une communauté qui expliquera que la révolution n'a pas lieu, que ce soit chez les révolutionnaires d'extrême gauche ou chez les révolutionnaires d'extrême droite. Alors maintenant, il faut prendre totalement à rebours cette hypothèse et revenir à ce qui a été dit au début et dire donc que la révolution, finalement, au sens astronomique du terme, elle a lieu en permanence, elle a toujours lieu. Là, on entre dans les paradoxes, c'est-à-dire que à l'extrême droite ou chez les milieux conservateurs ou traditionnalistes, on va récupérer la définition de révolution de la gauche, mais en l'artificialisant, en en tirant une conclusion superficielle, et on va considérer que la révolution, donc avec un sens péjoratif,
a lieu en permanence depuis les Lumières, depuis la découverte de l'Amérique, en gros, par Christophe Colomb, depuis la Renaissance, et que nous sommes dans une époque révolutionnaire qui détruit la société traditionnelle. Et donc la révolution a bien lieu, mais finalement cette révolution est très lente et elle n'a pas de fin, et elle est caractérisée par la destruction du cadre traditionnel et le fait de s'attaquer aux fondements anthropologiques des sociétés humaines. Donc pour les traditionalistes et les conservateurs, une révolution a bien lieu, mais ce n'est pas celle qu'ils appellent de leur vœu. Et donc ils sont anti-révolutionnaires, mais dans une autre terminologie qui parfois est parallèle et connexe et utilisée également par ces mêmes milieux, paradoxalement, ils vont donc prôner une révolution nationale, un peu comme ce qu'on a vécu sous Pétain ou en Allemagne avec le chancelier Hitler ou avec Mussolini et Franco en Espagne, en Italie. C'est-à-dire qu'ils veulent une révolution, mais une révolution qui fasse soit un retour en arrière, donc une révolution politique qui soit un retour en arrière et qui finalement détruise le ferment de la révolution prise au sens populaire, c'est-à-dire de la révolution progressiste, droit de l'homiste, de gauche. Maintenant, si on veut avoir une approche rapidement métaphysique, on va dire traditionnelle au sens de René Guénon, on peut dire que de toute façon, tout est illusion dans le monde, donc tout est mouvement, donc tout est en permanence en révolution, en changement, mais finalement, on l'a dit, la révolution de la Terre autour du Soleil n'en est pas vraiment une, puisqu'elle ne revient jamais exactement au même point, puisqu'entre-temps, le Soleil lui-même s'est déplacé, et donc les points de coordonnées ne seraient pas les mêmes si on pouvait les prendre. Donc en fait, il n'y a pas de révolution, il y a un mouvement permanent, mais il n'y a aucune révolution. Il y a toujours un changement et chaque seconde, chaque instant est unique et ne s'est jamais produit avant et ne se produira plus jamais. Et il n'y aura pas donc de possibilité d'un changement radical au sens différent de cela. Il y a toujours un changement. Donc la manifestation subtile ou grossière, c'est-à-dire que ce soit la nature au sens large, au sens de la Terre jusqu'à l'univers entier, et même nos idées, ce qui défile dans notre tête en permanence, tout cela, ce n'est que de l'illusion, c'est en mouvement permanent, cela nous est imposé du dehors par des causes, et ainsi de suite, en remontant jusqu'à Dieu ou jusqu'à comme on voudra bien l'appeler. Mais en tous les cas, cela nous est imposé, et finalement, cette notion de révolution ou de réforme en politique est vraiment artificielle et très superficielle. Il faut opposer à cela ce que l'on pourrait appeler le moteur immobile, c'est-à-dire le centre de la roue qui actionne cette roue, la roue étant l'univers manifesté et l'univers mental. Et donc ce centre de la roue est immobile, mais fait tourner toute la roue, fait tourner tout l'univers. Et c'est cela seul qui est bien réel, c'est cela seul qui est éternel et en-delà de l'espace-temps. Et c'est ce que certains appellent Dieu ou le principe suprême, l'au-delà de l'être, etc. Et évidemment, dans ce champ-là, qui n'est pas accessible par le rationalisme classique formel, et bien dans ce champ-là, il n'y a évidemment pas de révolution, il y a une immutabilité, une perpétuité de ce qui s'y passe, mais savoir ce qui s'y passe n'est pas possible par les moyens rationnels classiques et n'est accessible que par des méthodes donc assez particulières que certains appellent la gnose, mais qui se retrouvent un peu dans toutes les traditions, selon René Guénon. On voit donc toute la vacuité de la question pourquoi la révolution n'arrive pas, et pourtant c'est une question qui obsède de nombreux révolutionnaires, notamment à l'extrême gauche, comme j'ai pu les fréquenter. Cette révolution prise au sens de Marx procède de l'apparition d'une nouvelle classe, le prolétariat d'usine, qui n'existait pas à l'époque antique, dans les sociétés féodales ou encore moins préhistoriques, et qui est nouvelle et qui n'a finalement pas sa place dans la hiérarchie des castes ou des ordres des sociétés traditionnelles qui avec 4 principaux groupes, donc la classe sacerdotale des penseurs, de ceux qui sont au sommet de la pyramide sociale et qui sont là pour maintenir les connaissances et donner le là du mouvement social, de la vie sociale. Ensuite, les administrateurs guerriers en dessous les marchands, les artisans,
Et enfin, au bas de l'échelle, les travailleurs, essentiellement paysans. Voilà, ce sont les 4 castes dans les sociétés traditionnelles. Jusqu'à la Révolution française de 1789, c'était comme ça qu'était organisée la France. Et c'est vrai que le prolétariat d'usine ne rentre pas tellement dans ce schéma, à moins de l'adjoindre à la 4e caste, la caste des choudras, des travailleurs manuels, des paysans sans qualification. Ce prolétariat est donc dès l'origine une caste ou une classe profondément révolutionnaire parce qu'elle est anti-traditionnelle et en même temps, elle est celle sur laquelle va se reposer tout l'édifice socio-économique des sociétés capitalistes. Ces sociétés capitalistes s'étendant progressivement comme un cancer sur la planète entière. Le processus se continue de nos jours. Le prolétariat donc se sent étranger au socle anthropologique traditionnel de l'humanité et c'est cette urgence, ce sentiment de non-appartenance au monde, ce sentiment d'être une excroissance qui devient en même temps l'excroissance qui fait vivre le monde entier, qui vide de sa substance et en même temps qui maintient en vie notre humanité. C'est ces contradictions extrêmes qui font du prolétariat une classe révolutionnaire et qui presse chaque être humain de se poser la question de dans quel monde on vit. Pourquoi la révolution n'advient pas est donc une question dont on comprend qu'elle puisse apparaître dans les esprits de gens qui ont vu l'absurdité de tellement de choses à notre époque, époque des extrêmes, on l'a dit, avec extrême richesse, extrême pauvreté, extrême capacité de savoir physique, scientifique et à côté de ça, extrême bêtise sur le plan moral. Et donc, apparition d'une nouvelle superclasse, donc du prolétariat qui est à la base de toute la société, diminution relative du poids et en tout cas de l'influence et du rôle social des agriculteurs, mais en même temps persistance de la petite agriculture très pauvre. Toutes ces contradictions demandent solution, mais la solution tarde, du moins à échelle humaine, parce que c'est vrai qu'à échelle historique, quelques centaines d'années, ce n'est pas grand-chose. À cela, il faudra ajouter qu'une révolution, même parfaitement communiste, comme la désirent et l'espèrent les militants de gauche, ne résoudra pas les problèmes anthropologiques et le dilemme cornélien de la conscience que se posent les athées, les agnostiques et ceux qui ont renoncé à considérer que Dieu est l'explication de notre présence sur Terre. Société communiste ou pas, nous mourrons tous, à moins de croire aux lubies des transhumanistes. Et quand nous mourrons, il n'y a pas de différence que l'on soit un clochard ou un milliardaire, on est mort et notre action physique sur Terre est terminée. À cette aune, les débats sur la répartition sociale et les inégalités de fortune semblent être un peu vains. Néanmoins, je pense qu'il est tout à fait légitime que les classes dominées, donc prolétariat industriel, le salariat en général, les petits paysans, les travailleurs, les petits patrons, tous les travailleurs qui peinent et qui travaillent en fait, qui souffrent au quotidien pour assurer leur pitance et assumer leur tâche de chef de famille. Il est tout à fait légitime que ces gens-là se battent en politique et dans le social pour améliorer leur situation dans un but uniquement humaniste, sans velléité aucune d'avoir une prérogative parasitaire, politique, un privilège quelconque. J'en termine donc pour récapituler. Pourquoi la révolution n'a-t-elle pas lieu ? Selon la conception marxiste, parce que l'idéologie dominante est celle de la classe dominante et que cette idéologie ne peut être dissoute et défaite que lors d'une crise révolutionnaire et que cette crise révolutionnaire est indépendante de la volonté des hommes ou des partis. Il faut donc attendre patiemment le moment révolutionnaire en maintenant les principes, le drapeau rouge, et espérer que quand la crise révolutionnaire apparaîtra, le parti sera assez puissant pour influencer la situation en faveur du peuple. Conception opposée, celle des conservateurs ou des réactionnaires.
La révolution a lieu tous les jours, le progressisme avance et il faut une révolution, une contre-révolution pour rétablir la société traditionnelle sur ses bases. Et enfin, autre conception, celle de dire que la révolution est une impossibilité. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite. Jamais il n'y aura deux fois la même situation. Et donc, il n'y aura jamais un retour au même point, comme on le dit, de la révolution de la Terre autour du Soleil. Supplément, après chaque révolution qui se sont déroulées ces derniers siècles, il y a eu un retour à une société hiérarchique, que ce soit en Angleterre après la grande révolution de 1640. Il y en a eu tellement, la révolution française, la révolution russe, etc. Il y a toujours eu, malgré des valeurs ou des postulats ou des prétentions égalitaires, toujours un retour de la société hiérarchique, parfois encore plus dur, avec un État encore plus prééminent et parasitaire et dictatorial. Donc la révolution finalement fait un retour à l'identique. Et donc en ce sens-là, on revient à une définition de la révolution un peu classique, c'est-à-dire un tour sur soi-même pour revenir au point de départ. C'est le retour à la tradition, c'est-à-dire que l'homme est nécessairement un être organisé et il veut revenir à cet âge d'or où la société était harmonieuse avant le péché originel, diraient les catholiques. Et donc une société juste basée sur le bien. Et donc il veut toujours retourner à cela, mais il n'y arrive pas. Il tente une révolution pour améliorer les choses et revenir à un état édénique, à une société parfaite, mais cela échoue nécessairement à chaque fois. Et donc quelques dizaines ou quelques centaines d'années plus tard, d'autres générations vont essayer à nouveau et elles vont se heurter aux mêmes problèmes, etc. etc. C'est l'hypothèse du Kali Yuga, c'est-à-dire de l'âge de peine, de l'âge de fer, dans lequel nous serions et où donc les capacités intellectuelles et cognitives de l'humanité seraient tellement basses que nous ne serions pas capables de nous organiser rationnellement et de mener une vie simple et nous serions corrompus par une forme de péché originel qui fait de nous des êtres damnés. Et donc dans une optique religieuse, nous devrions, en nous tournant vers Dieu et d'une manière ou d'une autre selon les traditions spirituelles, réussir à nous retrouver en nous-mêmes et à construire une société plus juste, plus calme, où la révolution ne sera plus nécessaire, et où donc les gauchistes, pour terminer là-dessus, ne se demanderont pas quand est-ce que la révolution va arriver, pour parfois dissimuler un mal-être existentiel et une vacuité généralisée. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.